Alors bonjour, merci beaucoup. Je veux remercier pour commencer en remerciant les organisateurs de m'avoir invité à présenter. C'est un honneur. Je suis vraiment impressionné de voir cette salle remplie là, à 200 et plus personnes. Je m'attendais vraiment pas à ça. Alors, je vais vous parler de dépistage néonatal. Sur le programme, on parle de dépistage néonatal. Évidemment, je vais y mettre une saveur sur la tyrosinémie. Je pense pas que vous allez être déçus de ça. Et sans plus tarder, je vais commencer. J'ai fait quelques changements de diapositives de dernière minute hier soir. Alors, ça vous oblige à rester un petit peu après la collation. Là. So, I've made a few slide changes last night, so you don't you have to focus and not drift away, if I may say. OK, alors les objectifs, c'était sur le site Internet, là, donc ça va être de reconnaître l'impact de l'effet fondateur de la tyrosinémie. Ça a déjà été discuté par un petit peu là, par Dr. Mitchell. Résumer l'évolution de dépistage de la tyrosinémie de type 1 au cours des années au Québec, donc à partir de 1970, et décrire les principales étapes nécessaires au fonctionnement du programme. Alors, une brève introduction. Alors, c'est difficile de ne pas parler de dépistage néonatal. Petite parenthèse. Donc, ma présentation est une présentation mixte pour un auditoire mixte. En tout cas, je l'espère. Là. Alors, il y en a, j'espère, pour un peu tout le monde. Alors, la phénylcétonurie, donc c'est la toute première maladie qui a été dépistée de façon néonatale. Et la phénylcétonurie est due à je pensais qu'on aurait vu. J'avais un objectif de... Non, ça n'a pas l'air marché. Donc, alors c'est la phénylalanine hydroxylase en vert là, qui est déficiente. On voit qui est responsable de changer la phénylalanine en tyrosine. On a vu un petit peu tantôt cette voie métabolique-là. Il y a accumulation de phénylalanine et d'autres métaboliques toxiques. Et si on ne traite pas rapidement l'enfant va développer un retard mental sévère irréversible. Alors, le père du dépistage néonatal de la phénylcétonurie, c'est le Dr. Robert Guthrie, un Américain, un microbiologiste qui avait un enfant atteint de retard mental pour lequel je pense qu'ils n'ont jamais trouvé là, de cause, mais il a eu aussi une nièce qui a développé un retard mental et ils ont diagnostiqué une phénylcétonurie à l'âge d'une quinzaine de mois, je crois. Et il a développé un test bactérien, en fait. Alors, on voit ça, c'est une plaque d'agarose, d'agar, et il avait inclus un inhibiteur qui fait que les bactéries qu'on va ensemencer, c'était, je pense, Bacillus subtilis ou quelque chose comme ça, peu importe. Donc, une bactérie qui va pas se développer parce qu'il manque de phénylalanine. Et lorsqu'on met un élua, donc un petit peu de liquide qui provient du petit spot de sang du bébé, là, qui est épirotalon, qui est haut en phénylalanine parce que l'enfant est atteint. Donc, l'inhibiteur, il est comme dépassé par les événements et à ce moment-là, il y a de la phénylalanine pour permettre la croissance bactérienne et on a formation de colonies. Et là, ça, c'est à ce moment-là, ça présage d'une phénylcétonurie. Donc, évidemment, ça a beaucoup évolué depuis. Maintenant, c'est fait sur des appareils sophistiqués, quantitatifs, etc. Mais au début des années 60, c'est comme ça que ça a démarré. Il a commencé dans son hôpital dans l'État de New York sur les nouveau-nés de son hôpital. Et rapidement, en quelques années, il y avait 4, 5, 600 000 bébés américains qui étaient dépistés pour la phénylcétonurie. Je ne peux pas ne pas parler 1 ou 2 minutes de l'hypothyroïdie congénitale, donc une autre maladie qui est dépistée de façon néonatale depuis 1974. Alors ça, c'est un défaut. En l'hypothyroïdie, les adultes, on connaît ça, c'est assez fréquent, les symptômes de l'hypothyroïdie, mais l'hypothyroïdie congénitale, donc chez le nouveau-né, qui est due à une agénésie ou une dysgénésie, donc l'absence de la glande carrément. La glande s'est pas développée chez le petit, ou une glande qui ne fonctionne pas bien et qui ne sécrète pas de l'hormone thyroïdienne. Et à ce moment-là, l'enfant va avoir un impact majeur sur son développement, incluant le développement cognitif. Donc, il va développer un retard mental sévère, sinon profond, irréversible, s'il n'est pas diagnostiqué à temps. Alors, le père mondial de l'hypothyroïdie congénitale, c'est le Dr. Jean Dussault. Dr. Jean Dussault qui malheureusement est décédé. Alors, Dr. Dussault est un endocrinologue qui, lorsqu'il est revenu de Toronto dans les années fin 60, début 70, s'est installé au CHUL et il a développé, comme il était dans un laboratoire à côté de où le dépistage néonatal se développait pour la phénylcétonurie. Donc, il a contribué à développer un test de dépistage néonatal de l'hypothyroïdie congénitale. Alors maintenant, pour ce qui est de la tyrosinémie,
Alors, on en a parlé un peu ce matin, là, grâce à la présentation de Dr. Mitchell, ça me permet d'aller un petit peu plus vite. Donc, comme vous savez, atteinte hépatique, rénale et neurologique. On a parlé de Dr. Jean Larochelle, donc je pense que j'ai un éditoire conquis. Dr. Larochelle qui est le premier là, qui a identifié la maladie. Il faut parler aussi de Dr. Claude Laberge. Dr. Laberge, c'est un médecin généticien qui... lorsqu'il est revenu de Johns Hopkins au CHUL, a été finalement le pionnier, lui qui a implanté le dépistage néonatal de initialement la phénylcétoniurie, comme je parlais tantôt, en 1969, fin 69, et en 1970 de la tyrosinémie de type 1, donc ou hépatorénale. Et je vais vous parler un petit peu tantôt des tests de dépistage qui ont été utilisés. Alors, on a vu tantôt aussi la voie métabolique de la tyrosinémie, donc avec l'enzyme FAH dans le bas, qui est celle qui est atteinte, et on a le FAH et MAH qui sont surtout là, les molécules qui vont être toxiques, et puis le succinylacétone à votre droite, qui, elle, est pas tant toxique, mais c'est elle qu'on mesure depuis un certain temps, je vais en reparler, qui nous sert à faire le dépistage, en fait. Alors, ça aussi, on en a parlé un peu ce matin, ça me permet d'aller plus vite. Donc, mondialement, 100 000, une incidence de 1 pour 100 000 à 200 000. Au Québec, 1 sur à peu près 18-19 000, jusqu'aux années 2000. Je vais vous parler un petit peu tantôt de l'évolution de l'incidence au Québec. Là. Et au Saguenay-Lac-Saint-Jean, grâce à certains travaux, là, donc un cas sur un petit peu moins de 2000. Et si on prend la période depuis 1970 à 2014, donc 3,6 millions d'enfants au Québec qui ont été testés, et donc 173 identifiés par le programme. On a, pourquoi est-ce qu'il y a tant de phénylcétonurie au Québec? C'est principalement dû à une mutation sur le gène de la FAH, donc qui a été identifié grâce aux travaux de Dr. Robert Tanguay, ainsi que ses collaborateurs. Alors, la mutation, c'est sur les flèches, la petite flèche rouge. Donc, c'est la IVS 12 plus 5GA. Donc, IVS pour Intervening Sequence, pour ceux qui ne savent pas. Et ça fait en sorte que il y a une mauvaise maturation entre le gène, l'ARN messager et la formation de la protéine, et ce qui fait que la protéine de la FAH, de cette enzyme-là, est non fonctionnelle. Alors, il y a plus d'une quarantaine de mutations d'identifiées, mais cette fameuse mutation-là, au Québec, c'est elle qui est très prévalente et responsable de plus de 95% des allèles mutés dans la province. Ce n'est pas une mutation qu'on pourrait dire québécoise. Elle est d'ailleurs, c'est une mutation qui est probablement très ancienne, qu'on retrouve en France, qu'on retrouve en Angleterre, qu'on retrouve dans les pays nordiques. Mais la spécificité au Québec, c'est qu'elle est très prévalente. Alors, pourquoi elle est prévalente? On en a fait allusion un petit peu tantôt, là, mais la population canadienne-française est à l'origine d'environ 7 à 8 000 colons de la région du Perche principalement. Et les colons se sont installés le long du Saint-Laurent. Et comme on a vu avec la présentation de Dr. Mitchell, un groupe s'est rendu au 19e siècle dans Charlevoix. Et lorsque la colonisation a été entreprise dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc un sous-groupe a migré vers Saguenay-Lac-Saint-Jean, et c'est là que s'est retrouvée cette mutation-là et quelques autres dont vous savez très prévalentes, et qui fait que donc un taux de porteurs qui est élevé, donc une incidence de la maladie qui est importante. Alors, on avait finalement un perfect setup là, pour un effet fondateur génétique, donc des gens de la région de Charlevoix qui sont montés le long de la rivière Saguenay pour s'installer ici. Dans un contexte où aussi il y avait des grosses familles, donc beaucoup de population qui augmente de façon rapide, de façon isolée, donc et sans apport génétique au pool de la population, ce qui fait que la mutation continue d'être très prévalente, donc beaucoup de porteurs, donc beaucoup de chances d'avoir des enfants qui vont être atteints. Alors, l'image, je vais vous parler tantôt avec les années un petit peu plus récentes, mais jusqu'en 2012, qu'est-ce que ça dit pour le dépistage néonatal? Donc, TIR pour tyrosinémie, PCU, phénylcétonurie, puis HC pour hypothyroïdie congénitale. Donc, vous avez le nombre de bébés testés. Alors, qu'est-ce qui est particulier au Québec quand on montre cette image-là? C'est qu'on a autant, sinon même un peu plus, de tyrosinémiques, d'enfants avec tyrosinémie type 1, de dépistés que la forme classique de phénylcétonurie. Donc, ça, c'est déjà une première chose. Avec une fréquence, lorsqu'on prend les données, maintenant qu'on les ramène jusqu'à 2012, donc on parlait de 1 sur 18 000, là maintenant on est à 1 sur 21, 22 000.
Je vais revenir là-dessus un peu plus tard. Je vous ai parlé de Dr Dussault, juste une petite parenthèse, hypothyroïdie congénitale, complètement à droite. Alors, vous voyez, débuté en 1974, quand je dis que c'est quand même très important, donc à l'intérieur de cette période, là, entre 1970 et 2012, là, plus de 1000 enfants avec hypothyroïdie congénitale dépistés au Québec. Donc, c'est très fréquent. Alors, on parle dépistage néonatal, tyrosinémie, phénylcétonurie, hypothyroïdie congénitale. Alors, pourquoi pas toutes les mesurer? Ça serait plus simple, non? Alors, il existe des critères pour déterminer qu'est-ce qui justifie l'implantation d'un programme de dépistage quelconque, qu'il soit néonatal ou autre. Et les principes, on part souvent des principes qui datent quand même de 1968 par l'OMS, les principes de Wilson et Junger, qui ont été un petit peu adaptés maintenant, mais l'essence demeure la même. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on va dire on va implanter un programme de dépistage? Alors, dans les principaux critères, alors c'est de détecter, être capable de détecter la maladie lorsque le sujet n'a pas de symptômes. Parce qu'il y a déjà des symptômes, lorsqu'on peut faire le test, ou par exemple, c'est plus des dépistages. Alors, la condition qui justifie un test de dépistage, donc on doit avoir affaire à une maladie relativement fréquente. Le relativement, ça vient pas de l'OMS, là, ça vient de moi, c'est que dans le domaine néonatal, j'ai mis le mot relativement parce que on n'est pas dans le domaine du cancer, on n'est pas dans le domaine des maladies cardiovasculaires, on n'est pas dans le domaine du diabète. Alors, une maladie fréquente, vous avez vu tantôt, c'est un petit peu l'aiguille dans la botte de foin. Ici, quand même, on parle de 170 cas sur une période de 42 ans. Donc, ça demeure individuellement des maladies relativement rares, mais parmi les maladies dépistage néonatal, donc on en a vu qui vont être un petit peu plus fréquentes. Alors, on doit connaître l'histoire naturelle de la maladie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut connaître assez la maladie pour savoir que si on met une étiquette d'une maladie à un enfant, puis qu'on entreprend des traitements, puis qu'on fait des interventions, il faut savoir que on a confiance qu'on fait quelque chose de bien et non qu'on a mis une étiquette pour quelqu'un peut-être qui va pas développer la maladie. Donc, il faut connaître comment la maladie évolue. Alors, il faut que la maladie soit une maladie significativement importante, donc morbidité, mortalité importante, et on doit être capable d'avoir quelque chose à offrir lorsqu'on l'a identifié. En termes de tests de dépistage, alors des tests de dépistage, donc on doit avoir un test simple, acceptable pour le patient. Si c'est un test qui est trop compliqué, une intervention trop complexe, trop coûteuse, etc., ça serait pas admissible. Donc, on veut une bonne sensibilité. Un test de dépistage doit être un test sensible. On doit être capable d'avoir une bonne sensibilité parce qu'on veut pas de faux ou très peu de faux négatifs. Si on a un test qui a des faux négatifs, c'est pas un test de dépistage. Et dans un contexte où la maladie est peu fréquente, qui s'applique très bien au dépistage néonatal, on veut un test qui a une bonne spécificité aussi. On veut peu de faux positifs parce que sinon, on va référer, dans le cas du dépistage néonatal, on va référer des dizaines, sinon des centaines d'enfants qui finalement vont avoir des interventions, des évaluations, puis on va voir stresser les parents, puis ils n'auront pas la maladie. Un test qui a une spécificité de 99%, par exemple, en médecine, on va dire que c'est excellent. Mais 99% pour une maladie rare, sur 85-90 000 naissances, ça veut dire qu'on va référer dans des centres de référence comme à Chicoutimi, Sainte-Justine, au CHUL, à l'échelle du Québec, 850 à 900 nouveau-nés. Donc, ce qui serait pas acceptable. Donc, 99% de spécificité pour un test de dépistage néonatal, c'est pas satisfaisant. Un des critères pour la tyrosinémie, si je reviens à la tyrosinémie, qui était probablement plus mou, c'était initialement, en tout cas dans les années 70, c'était le critère du traitement. Pour la phénylcétonurie, c'était un succès avec la diète basse en phénylalanine. Initialement, on pensait que pour la tyrosinémie type 1, en faisant la même chose, on aurait le même taux de succès, mais c'était beaucoup plus mitigé. Sauf qu'avec l'évolution, avec la greffe hépatique ainsi que l'NTBC, évidemment, les données ont changé. On a des choses à offrir à ces enfants-là. Pour ce qui est du test de dépistage, alors ici, j'ai mis, on va pas faire le tour de ça ici, mais c'est pour vous montrer. Donc, dans la période de 70 à 97, on se souvient que si on regarde dans le temps, les mamans et leurs bébés pour des grossesses normales, accouchement normal, les congés ont été de plus en plus précoces. Alors, le test de dépistage dans ces années-là, le test qu'on faisait d'entrée, quand on avait le petit échantillon du bébé, c'était un test qui mesurait la tyrosine, qui était augmentée. Et à mesure que le temps, alors ma petite flèche ici, à mesure que le temps avançait, on a dû baisser la valeur seuil, le cut-off, pour déterminer si un enfant avait une valeur de tyrosine augmentée, puis si on faisait une action chez cet enfant-là, parce que plus les prélèvements devaient être pris
pris tôt après la naissance du bébé parce que le bébé s'en allait avec la maman rapidement. Donc, au lieu de faire le prélèvement à 5, 6, 7 jours, ben, à un moment donné, c'était à 5, 4, 3 parce que les mères partaient de plus en plus de bonne heure. Et il fallait baisser les taux de tyrosine parce que la tyrosine n'avait pas le temps d'augmenter assez. Et les taux ont été baissés de 414 à 200, ici, vous voyez, progressivement. Et lorsqu'il y a eu ce qu'on appelle, si vous vous en souvenez, le virage ambulatoire, mauvais hasard, il y a 4 cas. À ce moment-là, il y a où les mères partaient à l'intérieur souvent de 48 heures, 48-72 heures. Et il y a 4 cas qui ont été manqués en mesurant la tyrosine parce que là, il n'y avait plus de discrimination entre les enfants normaux et les anormaux pour la concentration de tyrosine. Alors, on se retrouve de façon très schématique en haut, un test qu'on aurait idéal où on a les patients qui sont normaux, qui ont des taux qui sont bas de la molécule, la tyrosine ici, et les patients qui sont anormaux, ben, ils ont des taux élevés. Alors, on dit, alors ma valeur cutoff, elle va être ici, et c'est parfait. Tous les normaux, on fera rien, puis tous les anormaux, on va les identifier. Alors, pour la tyrosine, en faisant les prélèvements de plus en plus tôt, ben là, on perdait cette discrimination-là et on arrivait à une situation comme celle-ci où il y a un gros chevauchement entre les individus normaux et anormaux pour la concentration en tyrosine, étant donné qu'on prend le prélèvement très tôt. Alors, les gens se sont revirés de bord rapidement. C'était au CHUL, j'étais pas là à l'époque. Et le test de succinylacétone, dont on a parlé un petit peu ce matin, de la molécule, a été utilisé pour en faire un test de première ligne. Donc, ça, c'est un test qu'on faisait en seconde ligne lorsque la tyrosine est augmentée. Puis là, on s'est dit, la tyrosine comme test de première ligne, c'est plus bon. Alors, on va prendre le succinylacétone, qui est très sensible. On va en faire un test de première ligne pour les faire chez tous les nouveau-nés. Alors, c'est le test qui a été développé, qui est un petit test, en fait, qui est un test indirect, parce que dans le fond, c'est pas le succinylacétone qu'on mesure, c'est son effet inhibiteur sur une enzyme qui est dans les globules rouges du bébé. Et on fait des mesures bien simples là, sur un spectromètre à 550 nanomètres. Et s'il y a une inhibition, ben il n'y a pas de porphobilinogène qui est formé et la valeur de la densité optique est très basse. Et là, ça nous signifie qu'il y a possiblement un enfant atteint. Alors, c'est une mesure indirecte. Alors, à partir de 98, c'est succinylacétone. Ici, j'ai un exemple de 98 à 2005 où on a identifié, je crois, 29 ici, enfants atteints à partir du succinylacétone sans en manquer, ou en tout cas, apparemment, en avoir manqué, parce évidemment, on présume que si on n'a jamais de retour, comme quoi on a identifié cliniquement un enfant qu'on n'aurait pas dépisté, là, mais on n'en a pas eu. Alors ça, c'est un autre exemple ici. Alors voyez-vous, entre 98 et 2005, donc on a une incidence d'à peu près 1 sur 20 000 quand je le fais là, à partir lorsqu'on a commencé à faire la mesure comme test de première ligne succinylacétone. Alors ça nous donnait à cette époque-là une sensibilité apparemment de 100%, avec une très faible taux de faux positifs et une valeur prédictive positive de 40%. Donc 4 fois sur 10 quand on référait pendant cette période-là, c'était un vrai. 6 fois sur 10, c'était pas un vrai. Ce qui est quand même très bien. Si on regarde à l'échelle des programmes de dépistage qui font 30-40 maladies et plus, souvent leur valeur prédictive positive est autour de 15 à 20%. Je vais reparler un peu plus tard là, de la période plus récente. Donc, alors, au Québec, si on prend au Québec, alors on mesurait ces on faisait le dépistage néonatal de ces 3 maladies-là, phénylcétonurie, hypothyroïdie congénitale et tyrosinémie. Et c'était comme ça pendant quelques décennies. Dans le reste du monde, c'était 2 maladies, donc on en faisait plus que tout le monde. C'était phénylcétonurie et hypothyroïdie congénitale. Et lorsqu'il y a eu des développements technologiques qui fait que c'était plus facile de faire des dépistages sur un plus grand nombre de maladies à l'aide de marqueurs spécifiques. Alors, il y a des drapeaux rouges qui ont été élevés en 2002. Plusieurs d'ici, les Québécois savaient que dans le système de la santé au Québec, ça va pas toujours très vite. Quoique avec notre nouveau ministre, ça va plus vite, là, mais donc en 2002, il y a un drapeau qui est élevé et il y a eu une série de comités et de rapports, là. J'en passe. Et en décembre 2010, finalement, le ministère a décidé de débloquer les sous pour le CHU de Québec et qui fait que vers le début 2011, on a eu des sous pour passer une technologie qu'on appelle spectrométrie de masse en tandem qui est beaucoup plus performante. Et entre 2011, ici l'échelle s'est ratatinée, là, 2011-2012. Donc, on est passé à une nouvelle technologie. Pardon. Et on est passé de la mesure indirecte, pour ce qui est, si je regarde le focus sur la tyrosinémie, la mesure indirecte dont je vous parlais du succinylacétone, vers une mesure de dosage de succinylacétone qui est une mesure directe sur spectrométrie de masse en tandem.
Alors, on a servi de site alpha là, pour la compagnie Perkin-Elmer qui a développé une trousse de dosage de succinylacétone pour commercialiser. Et simplement pour vous montrer ici, on a fait près de 1500 et quelques échantillons. On avait inséré une douzaine d'échantillons au hasard un peu partout. Et vous voyez, c'est un peu comme des petits arbres, une forêt qui est décimée, et puis avec une douzaine de gros arbres. Là. Donc, on voit que les mesures ici, la nouvelle trousse, qui est une mesure directe du succinylacétone, là, nous donne des bons résultats. Ça, c'est la corrélation avec l'ancienne et la nouvelle trousse. Alors, la nouvelle trousse, elle se prétendait être beaucoup meilleure parce que c'est une mesure directe, mais il fallait quand même le faire, on avait une grande expérience. Donc ça, c'est des exemples de corrélation qu'on a fait. Simplement pour vous montrer, ici, donc en 2014, donc jusqu'en 2014, alors là, voyez-vous, on a une incidence d'à peu près 1 sur 21 000 de la thyroïdémie. Ça, c'est d'autres maladies qu'on mesure depuis là, de quelques temps. Alors, au Québec, si on revient au Québec, ça ressemble à quoi? Donc, Saguenay-Lac-Saint-Jean, alors beaucoup de thyroïdémie, mais pas seulement au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais pas uniquement. Dr Mitchell en a parlé. Alors, la période le dernier bloc de 10 ans, 2005-2014, donc, il y a eu, on va aller en bas, 34 confirmés. Donc, une valeur prédictive positive ici de 85 %. Donc, on en avait 14 sur 34 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ensuite, 9 dans la région de Montréal, 5 dans la région de Québec, 2 Côte-Nord et 2 Charlevoix. Donc, on voit que c'est ici qu'il y en a le plus, mais il y en a quand même ailleurs. Et là, ça m'a fait penser, il y a pas très longtemps, de regarder par tranche aussi qu'est-ce qu'il en était des proportions d'enfants thyroïdémiques qu'on référait, parce qu'il y a des mouvements de population. Hein. On sait qu'il y a beaucoup, la diaspora du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on sait qu'il y a beaucoup des gens à Québec, à Montréal, qui vont aller pour le travail, etc. Alors, j'ai regardé par différentes périodes. Alors, voyez-vous ici, il y a trois périodes différentes. Donc, vous avez Saguenay-Lac-Saint-Jean, Montréal, si on focus. Alors, Saguenay-Lac-Saint-Jean, on se tient autour de 40 à 50 %. Ça varie. Bon, il y a des variations périodes, mais qui sont peut-être globalement une tendance à diminuer. Mais on voit surtout qu'à Montréal, il y a une augmentation significative par période. C'est quand même assez robuste parce que là, on parle de dizaines de milliers d'échantillons. Alors ça, c'est sur la période des 10 dernières années, donc 85 % de valeur prédictive positive. Mais j'attire votre attention, dans les derniers 10 ans, on parle de 1 sur quasiment à 25 000. Là, dans les publications, il va falloir peut-être faire des mises à jour, mais on parlait de 1 sur 16 000, 18 000. Mais au Québec, on est rendu à 1 sur 25 000. Mais par contre, pour ce qui est du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est 3,2 % des naissances sont au Saguenay-Lac-Saint-Jean au Québec. On parle de 1 sur 1800 à 1900 en bas, donc on voit que c'est assez stable. Alors, rapidement, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc, dépistage néonatal, c'est 70 à 100 000 naissances. Le message que je voudrais vous passer ici, c'est que le dépistage néonatal, c'est beaucoup plus qu'un laboratoire. Hein. Donc, on a... donc, tous les centres de naissance, ça commence au centre de naissance où les prélèvements des bébés sont pris sur le petit talon. C'est acheminé au CHU de Québec, qui est le fiduciaire pour le ministère. Et si les échantillons sont inadéquats, à ce moment-là, il faut refaire un suivi, faire des reprises. Il faut après ça mesurer. Si c'est normal, on arrête là. Si c'est anormal, là, il faut parler aux parents. Il faut référer l'enfant au centre de référence. Le centre de référence va nous contacter après pour nous dire si c'est un vrai ou un faux positif. Alors ça aussi, c'est une autre façon de voir la structure du programme de dépistage néonatal. Juste une petite chose, les centres de naissance, on est une des seules places au monde, sinon la seule, qui contrôlons les inventaires de papier buvard et de formulaires de dépistage. Et c'est ce qui a fait que je suis capable aussi, quand je fais des statistiques, regarder par région d'où viennent les enfants, par exemple, qui font de la thyroïdémie, parce que c'est nous que leur distribuons. Et là, quand ils arrivent au programme de dépistage et qu'on fait la saisie, on sait que le formulaire qui vient d'arriver, c'est un enfant qui est né à Sainte-Justine, c'est un enfant qui est né ici, c'est un enfant... Alors, comme ça, on est capable de faire c'est un luxe qu'on a, là, c'est une chance qu'on a. Alors, donc, pour ce qui est de l'âge au prélèvement, réception, âge à la référence, vous voyez, si on concentre sur la médiane, donc les bébés maintenant sont prélevés en moyenne à 2 jours de vie en médiane. Âge à la réception, 6 jours et 8,5 la médiane, l'âge à la référence. Donc, en moyenne, l'enfant a 8-9 jours quand on le réfère au centre de référence, 75 % à moins de 11 jours, puis pratiquement tous en dedans de 2 semaines. Ça, c'est nos centres de référence. C'est très structuré, très bien organisé au Québec et la collaboration, elle est formidable avec tous les centres de référence, principalement les 4 centres de référence. Et pour ce qui est de la thyroïdémie, évidemment, ici, dans Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, ici, je vais passer.
Simplement ici, au cours des années, on a fait un certain nombre de collaborations. Si on regarde en gras, là, ça, c'est tous des programmes de dépistage néonatal qui dépistaient pas pour la tyrosinémie, puis leur juridiction, là, depuis la fin des années 90 et 2000, ils sont devenus dans l'obligation de dépister. Et c'est tous des territoires qui avaient l'appareillage de spectrométrie de masse en tandem et qui nous appelaient. Nous, on avait notre petite technique indirecte avec un petit spectromètre là, sur une petite table. Puis ils nous disaient, aidez-nous, faut dépister pour la tyrosinémie. On n'a pas d'échantillons positifs, etc. Alors, on les a aidés avec notre petite technique. Ils se validaient avec leur super technique de spectrométrie de masse. Ils se validaient pour voir s'ils étaient bons avec notre petite technique indirecte. Ça s'est bien passé. Alors, je vais passer là-dessus. Et finalement, juste pour terminer, dépistage néonatal, c'est un programme de santé publique et étonnamment, il n'y avait pas de cadre de référence ou cadre dans la province, contrairement, par exemple, au dépistage du cancer du sein et tout. Et depuis, dans le cadre du déploiement du dépistage de l'anémie falciforme, on a maintenant un cadre de référence qui inclut, comme tout programme de santé publique, hein, parce que c'est un programme de santé publique, qui inclut les éléments là que l'on auquel on s'attend de voir dans un cadre de référence. Alors, une conclusion, je savais que ce serait serré, il y a juste une diapositive. Donc, en conclusion, le programme québécois de dépistage néonatal sanguin a permis de dépister là, 175 nouveau-nés ou près atteints de tyrosinémie depuis 1970. L'incidence de la maladie est maintenant de 1 sur 24-25 000 au Québec, mais elle se maintient à 1 sur 1800-1900 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Grâce aux travaux de pionniers, le Québec s'est doté d'une expertise unique au service des nouveau-nés atteints. Et finalement, je suis passé vite, mais je pense que vous avez peut-être compris l'essence que le programme de dépistage néonatal, c'est un peu trouver l'aiguille dans la botte de foin et ça part du prélèvement jusqu'à la référence et la prise en charge. Donc, c'est beaucoup plus qu'un laboratoire, c'est un programme de santé publique. Merci. Merci. On a des questions? Merci, Monsieur Giguère. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? En attendant que les gens se lèvent, Yves, je te pose la question suivante. Est-ce que tu penses que le programme de dépistage prénatal qu'on met en place ou des porteurs a un effet quelconque sur l'incidence avec les données que tu observes? Ouais, ben c'est ça. Ben, comme je disais, Bruno, ça c'est quelque chose que j'ai découvert là, tout récemment. Je me suis posé la question, mais probablement que la question, ça va être plus facile de répondre à la question dans quelques années. J'ai l'impression. Là, le programme est quand même assez récent, il y a quelques années. Mais c'est un fait qu'on pourrait s'attendre. Alors, moi, je sais pas. Ça dépend de ce que les gens vont faire avec le résultat, mais on pourrait s'attendre à ce que ça ait un impact, effectivement. Tout à fait. Ouais. Moi, j'ai une question aussi. Au moment du dépistage, chaque famille est prévenue qu'on fait un dépistage néonatal et ils signent un papier comme quoi ils sont d'accord avec ce dépistage, que ce soit pour la tyrosinémie, la phényle ou l'hypothyroïdie, ouais, ou bien c'est une application, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire et puis voilà, on dépiste. C'est une très bonne question. Jusqu'à il y a quelques années, avant qu'on commence à ouvrir vers d'autres maladies, là, comme vous avez vu MCAN puis les syndromes drépanocytaires majeurs, c'était considéré comme une norme de soins par le Collège des médecins du Québec. Donc, ça faisait partie, lorsque la mère était admise pour accoucher, ça faisait partie de la norme de soins. Et il y avait possibilité, donc c'est un consentement qui était implicite avec un opting out, là, donc la possibilité de se retirer. Et tout ça, lorsque le Collège des médecins du Québec a vu qu'il y avait une possible expansion du programme de dépistage à d'autres maladies où, à un moment donné, ça devient un petit peu dans les zones grises, le Collège des médecins a voulu se retirer de ça. Et maintenant, le ministère a mis en place de façon pilote là, depuis 1 an et demi, puis il va l'étendre dans les prochains mois, une procédure où donc les infirmières doivent absolument expliquer, idéalement même qu'ils reçoivent les pamphlets pendant la grossesse, mais avant le prélèvement, que les infirmières ou autres professionnels expliquent à la patiente. Et l'infirmière, signer sur le formulaire. Le formulaire a changé et elle doit signifier que oui, le parent a accepté et elle signe par la suite. Ouais. Bien avant l'arrivée à l'hôpital pour la naissance. Non, ça se fait à l'hôpital. Avant le prélèvement. Avant le prélèvement. Ils ont mis en place des procédures pour faire en sorte que les parents soient mis au courant dans les cours prénataux, dans les suivis obstétriques, etc. Mais il y a eu une évaluation de ça et bon, le succès de ça est mitigé. Il y a encore une proportion significative de parents qui apprennent l'existence du programme de dépistage néonatal à l'hôpital le lendemain de l'accouchement. Ça existe encore, oui. Bon, c'est la même chose un peu partout, mais je pense que c'est un vrai problème. Expliquer à une femme qui va accoucher là dans les
ou qui vient d'accoucher, qu'on prélève pour des maladies dont elle a jamais entendu parler, ça paraît un peu aberrant, mais bon. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Oui. Oui. Je me demandais, est-ce que le dépistage se fait dans les maisons de naissance aussi? Oui, absolument. Ça se fait partout où il y a des naissances au Québec. Donc, même si c'est à la maison, parce qu'il y a une sage-femme qui va faire le suivi. Donc, les sages-femmes ont la responsabilité de faire le prélèvement lorsque le parent a accepté. Donc, et c'est elle qui va mettre sa signature sur le formulaire comme quoi elle a accepté. Oui, absolument. Très bien. Merci, Yves.